D'abord, merci beaucoup à tous les trois d'être là. L'objet de la table ronde, c'est finalement maintenant, c'est d'incarner de façon opérationnelle ce que c'est la médiation sur le terrain et finalement d'avoir à la fois de partager avec vous une ou deux expériences et puis d'avoir dans un deuxième temps un retour sur le développement et finalement les recommandations que vous pourriez faire sur le développement de la médiation. Donc, ce que je vous propose peut-être, c'est une première question. Alors, d'abord, je vous propose d'abord de vous présenter chacun brièvement. Si vous pouvez à chaque fois appuyer sur le micro. Philippe Gazagne, je suis médiateur national du groupe Clariane. Le groupe Clariane dispose d'EHPAD sous la marque Corian et de cliniques de santé sous la marque Inicea. Moi, je suis Émilie Huette, je suis directrice d'un EHPAD au sein du groupe Emeis. Je suis infirmière de formation et j'ai un parcours, avant d'être directrice, plutôt sanitaire, parce que j'étais infirmière à l'hôpital pendant une quinzaine d'années. Bonjour, Paul Martinez-Garcia. Également un parcours de soignante, puisque j'ai été infirmière pendant 15 ans, directrice d'établissement de santé depuis bientôt 10 ans, dont 8 ans pour le groupe Inicea, pour le groupe Clariane. Je suis également médiatrice interne pour ce même groupe. Merci beaucoup. Alors, peut-être une première question, donc, vous prenez l'ordre que vous voulez, mais assez concrète. Dans quel cas avez-vous proposé ou participé à des médiations ? Est-ce que chacun d'entre vous peut donner un exemple ? Alors, bien sûr, vous savez que tout est sous le sceau de la confidentialité, donc bien sûr, c'est un exemple type, mais qui peut peut-être être exposé de façon tout à fait intéressante, parce que vous l'auriez vécu ou vous l'auriez vu. Oui, alors je voudrais faire d'abord deux remarques. C'est tout d'abord parce qu'on a été un peu douché par l'intervention précédente sur le fait que la proposition de loi ne sera pas inscrite en 2026 ni en 2027. Mais, enfin, moi j'ai été douché, mais bon, voilà. Non, simplement pour dire, oui, monsieur le député, simplement pour dire que la médiation, elle peut se mettre en place sans cadre législatif aujourd'hui. Première remarque. Et c'est le cas du groupe Clariane, aujourd'hui, n'importe quel établissement, public ou privé, qui souhaite mettre en place un dispositif de médiation vis-à-vis des patients, des résidents et des familles de résidents, peut le mettre en place, puisque nous l'avons mis en place, nous, aujourd'hui, chez Clariane. La deuxième remarque que je voulais faire avant de prendre un exemple très concret, puisque Christine m'a demandé d'être très concret, c'est que la médiation, c'est révolutionnaire. Dans tous les secteurs, deux personnes en litige peuvent décider, alors qu'on a été formé à apprendre que quand on a un litige, on va voir un juge, quand on est en conflit, on va voir un juge, deux personnes qui décident de régler un problème peuvent le faire à tout moment, et quel que soit le contentieux. Et c'est en ce sens que la médiation est révolutionnaire. Ça, c'est quelque chose de très important, et que deux personnes qui sont en conflit peuvent décider elles-mêmes de résoudre leur conflit. C'est pour ça que la médiation marche indépendamment aujourd'hui de toutes les embûches qu'on voit ici ou là. Alors l'exemple concret, en ce qui concerne les résidents chez Clariane, c'est les enfants des résidents. Les enfants des résidents, et nous nous en occupons pas suffisamment, lorsqu'il y a un placement en EHPAD, le vivent comme un véritable trauma. Maman, jamais je ne te placerai en EHPAD. Ma première médiation avec une famille de résidents. De mon vivant, je ne te placerai jamais en EHPAD. Et donc, on a une situation où les familles de résidents sont vraiment traumatisées par ce placement. Deuxième remarque, on arrive toujours en matière de conflit avec les familles de résidents à la fin d'un processus et à la fin de la rupture, puisqu'on a évoqué tout à l'heure que c'était le rôle des directeurs d'établissement, bien entendu, de discuter avec les familles, je dirais matin, midi et soir. En tout cas, j'ai une directrice d'établissement qui m'a dit que c'était la moitié de son temps. Donc, on arrive à une situation de rupture et de blocage complet, de rupture de confiance des deux côtés. C'est-à-dire, il y a plainte d'un côté de la famille de résidents, mais il y a aussi les équipes qui refusent de parler à la famille. On a parlé d'une famille avec une équipe qui ne souhaite plus intervenir. Et c'est à partir de ce moment-là que la médiation peut se mettre en place. Pourquoi ?
On a parlé également de la conciliation tout à l'heure. La médiation est un processus très structuré. C'est-à-dire que le médiateur, non seulement il est bien entendu neutre, mais il est engagé, il est en empathie avec toutes les parties. Ça, c'est très important que le médiateur il soit engagé. Il n'est pas là par hasard, il est formé, il est engagé. Et on va parler du conflit. On ne va pas mettre sous la table. La première étape, ce sont les apartés, chacun de son côté, pour qu'on puisse mettre des mots sur le conflit et qu'on puisse ensuite se retrouver en plénière pour pouvoir évoquer le conflit. Donc le conflit doit être posé avec des mots, mais évidemment avec la garantie du respect qu'on doit à chaque être humain et à chaque professionnel. Et c'est par ce dispositif très concret de discussion sur le litige qu'on peut ensuite éventuellement retrouver de la confiance entre les parties, entre l'établissement et la famille, et qu'ensuite on peut éventuellement ensemble trouver des solutions d'amélioration du bien-être du patient. Voilà un exemple très concret sur cette famille. La fille était aidante, elle était infirmière, et elle m'a dit en aparté, mais qu'est-ce que je vais faire maintenant de mes journées? Et bien entendu, placer quelqu'un, son père ou sa mère, c'est plutôt sa mère, je dois dire, en établissement aujourd'hui, en moyenne à 84 ans, c'est une épreuve pour les familles. Et souvent, ce trauma initial se retourne contre l'établissement, puisqu'en plus, l'établissement arrive comme un nouveau tiers dans la relation qui s'était engagée entre le père et la mère, ou la mère et son enfant dans le maintien à domicile. Vous savez que le maintien à domicile, c'est vraiment la grande doxa en la matière. Eh bien, il se trouve des situations évidemment conflictuelles. Et l'intervention du tiers permet tout simplement de poser les mots, de pouvoir s'entendre et de pouvoir retrouver de la confiance. Merci beaucoup, Philippe. Émilie, je vous en prie. Alors moi déjà en préambule j'avais envie de dire que dans ma pratique quotidienne j'ai souvent l'habitude de dire que dans la relation soignant-soigné ou dans la relation avec les familles c'est comme si on était de part et d'autre d'une table et qu'il y avait un objet au milieu et que cet objet, moi je le vois sur sa face A, la famille ou l'usager le voit sur sa face B. Donc déjà au démarrage de la relation, au démarrage de la prise en charge, on a déjà une vision qui n'est pas alignée, parce qu'on ne voit pas la même chose. Et pourtant, notre attention est portée, les deux parties prenantes sont à son attention portées sur le même objet. Donc, on voit bien que dès le démarrage, on est déjà sur une différence de vision qui peut générer du conflit futur. Et le conflit qui, quand il arrive, ou quand il y a une tension qui s'installe, c'est, comme le disait M. Evin, c'est souvent quand il y a un événement intercurrent qui intervient. Alors pour le coup, moi je suis en EHPAD, donc on est sur une prise en charge très longue, donc des événements intercurrents, il y en aura plein. Il y aura l'altération de l'état général, il y aura une dégradation cognitive, il y aura une sollicitation pour un changement d'unité, il y aura un passage aux urgences, il y aura une hospitalisation, il y aura tout un tas de situations. Et donc dans ces moments-là, la différence de vision s'exacerbe et le conflit s'installe parce qu'on n'est pas sur la même lecture de la situation. Et la situation concrète que je voulais évoquer ici, c'était une médiation qui a été initiée, que j'ai initiée sur un établissement qui n'était pas le mien, mais sur lequel j'assurais une coordination dans un contexte d'absence de directeur depuis plusieurs mois et de difficultés RH majeures, c'est-à-dire que pas de directeur, une équipe qui s'en va, plus de cadres de santé, plus de médecins, plus d'animateurs, plus personne. Donc on m'avait sollicité, le groupe m'a sollicité pour aller essayer d'aider cet établissement en grande difficulté. Et ce qui renforçait la difficulté, c'était un établissement en ouverture, avec alors du coup une vie institutionnelle qui n'était pas encore bien instaurée non plus. Donc j'ai mis les pieds dans cet établissement, j'ai fait le constat de multitudes de difficultés à la fois sur le terme de la prise en charge, mais sur le volet aussi de projets d'établissement qui n'étaient même pas encore mis en place, quoi. Et au sein de cet établissement, on avait, au moment où j'ai commencé mes interventions,
On n'avait que 26 résidents, on était vraiment sur une ouverture. Et il y a un collectif de familles qui s'est monté. Parce que plus de capitaine à bord, plus d'équipe à bord, et des résidents et des familles qui se sentaient totalement abandonnés, avec des projets de vie pour leurs proches qui se mettaient pas en place et où il n'y avait pas personne qui guidait, il n'y avait pas de guide. Et donc moi j'avais proposé cette médiation parce que ça me semblait essentiel de réaligner nos visions, de repartir vers une relation. Alors de confiance, c'était très ambitieux de parler de relation de confiance au départ parce que ce collectif était complètement abandonné. Vraiment, ils se sentaient totalement abandonnés. Ils ne voyaient même pas comment on allait pouvoir restaurer quoi que ce soit. Et d'initier une médiation, ça nous a permis d'être dans une forme de co-construction avec ce collectif, de repartir sur des bases, de faire fi un peu des antériorités et de dire, bon, effectivement, il y a eu des difficultés, le directeur n'est pas resté, l'équipe n'est pas restée, mais voilà où on en est aujourd'hui, voilà ce qu'on va pouvoir construire ensemble, et ça a changé tout. Ça a changé tout. Là, on est quasiment à 2 ans après cette médiation. Moi, je ne suis plus en coordination sur l'établissement. L'établissement a trouvé un directeur, une équipe s'est reconstruite. Mais je pense que sans cette médiation, sans cette reprise de confiance avec ce collectif qui, de toute façon, allait se diriger vers du contentieux, c'était évident, eh ben, on n'a pas été au contentieux. On a réussi à construire quelque chose avec eux, vraiment main dans la main, dans l'intérêt du résident, qui est pour le coup l'objet qui nous occupe les uns et les autres. Et aujourd'hui, c'est un établissement qui fonctionne très bien, qui a une équipe, qui a un projet d'établissement qui s'est mis en place, et les familles sont toujours là, et les résidents sont toujours là. Donc ça a été une vraie réussite, et un vrai challenge aussi, mais une vraie réussite. Merci beaucoup. Paul Martinez, je vous laisse aussi vous présenter en un petit mot, si vous voulez bien. Oui. Alors, moi, en fait, je suis rentrée en médiation après l'avoir vécu. En fait, c'était à la sortie de la période Covid qu'on a tous vécu très difficilement. On avait une intervention du directeur de la médiation, Thomas Prétot, qui est ici et qui nous informait qu'un service de médiation était mis en place au sein du groupe Clariane. Donc il expliquait que c'était l'intervention d'un tiers extérieur aux situations qui permettrait aux deux parties de pouvoir se parler calmement et de trouver des solutions. J'ai trouvé ça super. Je me dis que c'était un chouette service pour tous les directeurs des établissements, mais que moi finalement ça ne me concernait pas parce que comme j'étais directrice depuis plusieurs années, la gestion du conflit c'était mon travail, que je le faisais sans aucune difficulté, même si des fois c'était pas simple. Donc voilà, je n'étais pas concernée. 2 semaines après, un incident lié aux soins sur mon établissement, une famille choquée, une équipe choquée, et là un conflit énorme que j'arrive pas du tout à gérer. Une famille qui insulte les équipes, qui tous les jours vient sur l'établissement pour faire un scandale devant les autres patients. J'arrive pas à discuter avec la famille parce que j'ai pas mon mot à dire. Donc là, j'ai appelé le service de médiation, j'ai dit ok, j'ai besoin de quelqu'un parce que là, je gère pas. Et donc, on a un médiateur extérieur qui est intervenu. Bon, le hasard fait qu'aujourd'hui, il est présent dans la salle, donc je me permets de le saluer, et qui a permis, en fait, à la famille de pouvoir s'exprimer dans un cadre neutre, impartial, confidentiel. J'ai pu aussi, moi, m'exprimer ainsi que le médecin, de pouvoir dire, nous, toute cette frustration qu'on avait avec des équipes qui s'étaient vraiment démenées. Donc, le patient, heureusement, n'est pas décédé, hein, mais il a été hospitalisé dans des situations d'urgence. Mais on a pu aussi nous exprimer notre frustration de ne pas pouvoir montrer à la famille qu'on s'était investi vraiment à fond, qu'on avait fait tout ce qu'on pouvait, que malheureusement, c'était, comme il arrive parfois, la faute à pas de chance, que ça n'avait pas fonctionné. Et en face, la famille aussi a pu exprimer la peur qu'elle avait ressentie de perdre son proche. Et surtout, ça nous a permis de nous mettre tous ensemble dans la même pièce et de pouvoir se parler. Moi, ça m'a vraiment soulagée de pouvoir dire aussi que de se faire insulter par des familles, c'était pas possible, qu'on avait la possibilité de parler. Et puis j'ai pu entendre aussi la peine et la peur qu'avait ressentie la famille et la comprendre.
Donc ça a été pour moi vraiment une révélation, à tel point que je me suis dit, ça, il faut que ce soit connu de tous mes collègues directeurs d'établissements, même des présidents de CME, parce que c'est vraiment quelque chose qui nous a vraiment aidés. Et donc j'ai intégré finalement l'équipe de médiateurs internes. J'ai pu me former avec un DU de médiation et maintenant j'interviens auprès des collaborateurs du groupe pour les litiges, les conflits entre collaborateurs. Merci beaucoup. Alors, peut-être une deuxième question sur la façon dont se sont passées ces médiations et les éventuelles difficultés que vous avez pu identifier ou vivre. Monsieur Philippe. Oui, Claude Évin a rappelé que c'est un instrument de management et la première difficulté, c'est de faire comprendre à un directeur d'établissement que de faire appeler un tiers, ça n'est pas faillir à sa mission. Au contraire, c'est un outil qui est mis à sa disposition. Ça, c'est vraiment le message que je passe à tous les directeurs d'établissement. Plus vite vous nous saisissez et moins la situation est dégradée et ça commence évidemment à faire un peu son chemin. La deuxième difficulté, c'est qu'évidemment, on a rappelé que pour les établissements, en tout cas pour les EHPAD, il y a un dispositif de médiation à la consommation d'un côté, et puis un dispositif de médiation conventionnelle. Et donc, pour expliquer ça à des familles de résidents, il faut prendre son temps et ça, c'est quand même très, très difficile. Et puis, la troisième, d'une façon générale, c'est le fait que nous ne savons pas ce qu'est la médiation, nous ne savons pas comment ça fonctionne, nous ne savons pas que nous pouvons être acteurs. Une famille peut être acteur avec un directeur d'établissement, avec un CODIR, pour essayer de poser les problèmes, les difficultés, d'essayer de les résoudre. Souvent, les médiations aboutissent, alors vraiment très très souvent, au retour de la confiance par le fait qu'on ait pu dialoguer par la présence de ce médiateur neutre, certes, mais je le redis, engagé, on ne vient pas là par hasard, et des solutions commencent. Ici, je viens d'entendre, évidemment, souvent un plan mettre en place pour que le bien-être de l'ensemble des résidents puisse fonctionner dans le temps. Et ce que nous faisons, nous, chez Clariane, c'est après les médiations, au bout de 3 et 6 mois, nous faisons un contrôle de la situation pour voir comment les choses ont évolué, si l'établissement qui s'est engagé a tenu ses engagements et si les choses sont rentrées dans l'ordre. Donc nous repartons pour contrôler que les choses, contrôler entre guillemets, bien entendu, pour contrôler qu'au moins les choses se sont mises en place. Voilà, il y a beaucoup d'obstacles dans la société et notamment ce qui est vraiment aujourd'hui, c'est je termine par 2 choses. L'agressivité des familles, c'est une vraie réalité, c'est-à-dire qu'on passe tout de suite à un mode. Ceci étant dit, on n'écrit pas au directeur général de l'ARS, au préfet, au procureur de la République par hasard non plus. Quand on passe à un stade d'écriture, c'est que vraiment il y a une rupture de confiance avec l'établissement. Donc ça, il faut vraiment le prendre en compte. Voilà. Et le deuxième sujet, d'une façon générale, on a évoqué le coût, bien entendu. Ça a un coût d'avoir un service de la médiation, ça a un coût d'avoir des médiateurs indépendants qui interviennent dans les établissements. Chez Clariane, le choix a été fait que les médiateurs indépendants qui interviennent chez nous sont pris en charge par Clariane. C'est-à-dire que la famille ne paye rien en ce qui concerne le coût de la médiation. Mais aujourd'hui, un médiateur, c'est un professionnel et c'est un médiateur qui doit être rémunéré comme tel, comme un avocat, parce qu'on a parlé tout à l'heure beaucoup des avocats. Et voilà. Donc il y a tout un tas de freins qui font que, mais ce qui est remarquable avec la médiation, c'est que quand on y goûte, quand on commence à être médié, et on s'aperçoit que ça fonctionne et que ça marche, et donc le bouche à oreille en matière de médiation est très très important, parce que ça se diffuse au sein du groupe, ça se diffuse aujourd'hui au sein de la société, et c'est un phénomène qui va évidemment maintenant prendre une ampleur. On est maintenant en banalisation, je dirais presque, du recours à la médiation aujourd'hui dans tous les secteurs de notre société. Un autre exemple concret que je peux donner, là, par exemple, en tant que médiatrice interne, j'interviens demain sur un établissement, sur une clinique, où on a 2 équipes, une équipe soignante et une équipe de rééducateurs qui n'arrivent pas à travailler ensemble.
qui n'arrivent pas à se retrouver autour du patient. Donc ça crée des difficultés. Ça crée aussi des réclamations de la part des patients parce que deux équipes qui ne fonctionnent pas ensemble, ça ne travaille pas bien. Et donc là, on intervient, j'interviens, ça fait une trentaine de personnes et on va pouvoir un peu décortiquer le pourquoi on est arrivé là. Et eux vont pouvoir aussi travailler ensemble sur comment on veut collaborer sur de nouvelles bases, voilà, comment on va pouvoir mieux accompagner le patient et aussi mieux se sentir dans son travail, parce que c'est ça qui est important aussi, qui est important pour moi quand j'interviens en tant que médiatrice interne, c'est de travailler sur la qualité, bien sûr, de l'accompagnement du soin envers le patient, mais c'est aussi travailler sur la qualité de vie au travail de nos soignants, alors soignants au sens large, hein, tous les collaborateurs au sein des cliniques et des EHPAD, parce que j'interviens aussi auprès du groupe Corian sur les EHPAD. Et ça, je pense que c'est aussi quelque chose qui est important si vous êtes directeur d'établissement. On a besoin de garder nos soignants, nos rééducateurs, tous nos personnels auprès de nos résidents et de nos patients, et c'est difficile en ce moment. La conjoncture, vous la connaissez, elle est très compliquée. Et la médiation, ça permet aussi de montrer à ces gens-là qu'ils sont importants et qu'on a on a à cœur à prendre soin d'eux. Et ça, je trouve que c'est une chance. Voilà, c'est un cas concret. Moi, sur la question des freins, si je me place d'un point de vue très opérationnel, directrice d'établissement, et si je me nourris de ce que j'entends aussi de mes collègues, je crois qu'un des freins principaux, c'est qu'on a parlé du coût financier, mais il y a le coût en temps. C'est-à-dire qu'il y a ce fantasme d'un certain nombre de directeurs, d'équipes en règle générale, on ne va pas parler que des directeurs, selon lequel ça va nous prendre beaucoup de temps de faire de la médiation. Et ça va nous demander beaucoup d'énergie. Alors certes, c'est un engagement aussi, hein, donc ça prend du temps, ça prend de l'énergie, mais je crois vraiment que le message, c'est que c'est du temps qu'on donne pour en récupérer derrière, quoi. C'est vraiment ça le message. C'est-à-dire que quand c'est notre quotidien, alors en EHPAD beaucoup, j'imagine qu'en clinique aussi, mais la gestion de plainte, c'est effectivement extrêmement chronophage. C'est pas ce qui est le plus satisfaisant. Moi, c'est pas du tout ce qui me plaît dans mon métier. Hein. Je pense que c'est le cas de beaucoup de gens. Néanmoins, c'est notre réalité. Et je crois vraiment que de s'engager et de donner du temps à un dispositif de médiation, quand on sent que la relation, elle est en train de se distendre et qu'il y a de l'incompréhension mutuelle, on n'arrive pas à aligner nos intentions les uns avec les autres, ce temps qu'on donne aujourd'hui, on le récupérera de toute façon. Parce que si ça fonctionne, et je suis quelqu'un de plutôt positif, j'ai plutôt tendance à voir les choses positivement, ça va fonctionner probablement et ça va nous octroyer du confort aussi dans notre pratique quotidienne, parce qu'une relation facilitée, avec des échanges qui sont sincères, francs, on peut se parler des choses sans qu'il y ait de conflit derrière, c'est quand même extrêmement confortable. Et donc cette énergie qu'on a donnée, on la récupère forcément derrière. Je voudrais juste rebondir sur la notion de temporalité. À très juste titre, je suis tout à fait d'accord avec ce que vous venez de dire. Et aussi pour dire que la médiation, elle n'intervient pas uniquement en cas de conflit, elle peut aussi intervenir en amont, quand on a des situations mais qui, on le sait, vont apporter des frictions, des situations un peu tendues. Ça peut être la fusion de deux équipes, la fusion de deux établissements, l'arrivée d'un nouveau directeur dans un établissement. Tout ça, ça peut s'accompagner par la médiation avant que le conflit arrive. On est vraiment sur de la prévention. Et c'est quelque chose qui fonctionne très bien. Et comme disait Philippe, plus on intervient tôt dans le conflit, voire avant le conflit, plus on a de chances que la médiation fonctionne. Donc c'est important d'avoir cette notion-là en tête. Merci. Ce que j'ai compris, c'était dans vos propos, c'est qu'il y avait l'importance, bien sûr, de développer la pédagogie, de donner du temps pour avoir un retour. Donc, j'avais envie de vous demander, finalement, est-ce que ce retour dépasse les simples médiés? Et puis aussi, avoir peut-être votre regard, préalablement d'ailleurs, parce que vous avez parlé tout à l'heure du processus de médiation, donc vous avez parlé des apartés, c'est-à-dire effectivement le médiateur, une fois engagé, il va avoir des apartés avec chacune des parties médiées, qui peuvent être des personnes ou des groupes de personnes.
et après une réunion plénière. Vous disiez plénière, mais c'est une réunion plénière pour ceux qui sont moins spécialistes que vous. Mais en fait, avant, il y a une étape aussi importante qui est la réunion d'information. Est-ce que vous pouvez en dire quelques mots, parce que je ne suis pas sûre que tout le monde connaisse ça ici, et je pense que c'est un moment clé quand même aussi même si la médiation ne se fait pas, c'est quand même un moment clé. Oui, la médiation est donc un processus très, très structuré. Hein. Il faut bien entendu avoir des médiateurs formés, hein, formés à l'écoute active, formés à l'empathie, formés à la reformulation des conclusions des uns et des autres. Mais le processus, il est tellement encadré qu'on amène les parties à pouvoir envisager de se reparler alors que les ponts étaient coupés. Donc il y a un processus préalable qui est aujourd'hui dans les médiations que je conduis, 80% du temps est à faire comprendre ce qu'est la médiation et qu'est-ce qui va se passer durant la médiation. C'est un temps préalable absolument indispensable à faire avec chacune des parties, famille de résidents d'un côté et directeur d'établissement de l'autre, pour parler liberté, liberté de rentrer en médiation, mais liberté d'en sortir à tout moment, égalité, égalité des parties. Moi, je suis très sensible aux salles et aux sièges, bon, évidemment ici dans ce cadre prestigieux, mais je fais en sorte que lorsqu'on est en réunion plénière, c'est-à-dire avec tout le monde, Christine, eh bien, les tables montrent que tout le monde est en situation d'égalité. C'est très, très important pour que la médiation fonctionne. Neutralité, on l'a dit bien entendu, mais j'ai pondéré par l'engagement du médiateur, parce que vraiment, il faut aimer ça. Hein, c'est vraiment une activité qui demande de l'investissement personnel très, très important. On a beaucoup parlé d'émotion. Recevoir une famille qui se sent un peu désespérée, c'est toujours quelque chose qui est très difficile, y compris pour le médiateur. Donc voilà, c'est tous ces éléments-là. Et quand ce cadre-là est respecté, eh bien, la médiation fonctionne. Alors, pas forcément formellement, mais le retour à la confiance existe pratiquement dans toutes nos médiations. Et puis, souvent, il y a des engagements qui sont pris et nous assurons le suivi des engagements. Ce qui fait que chaque personne qui, un jour ou l'autre, participe à une médiation, nous, on encourage beaucoup la comédiation pour que quelqu'un qui se forme à la médiation puisse voir, évidemment, comment ça fonctionne une médiation au cours du temps. C'est chronophage, ça demande beaucoup d'investissement, on l'a dit, de la part des équipes. Mais ce qu'on n'a pas encore, nous, mesuré, et ce qu'on aimerait bien mesurer avec l'équipe de Thomas, la direction de la médiation chez Clariane, c'est le coût de la non-médiation, ou le coût du conflit qui n'est pas traité, ou le coût des arrêts maladie, ou le coût des démissions dans les établissements. Voilà, tout la conflictualité et son coût n'ont rien à voir avec le coût du médiateur ou le temps passé dans une médiation. Et ça, il va falloir un jour ou l'autre, et Romain a parlé de l'économie de la médiation demain dans son congrès à Marseille, il faudra essayer de fixer les bases de la conflictualité, de ce que ça coûte. Hein, ne pas s'occuper d'un conflit, ça dégrade les relations à tout coup, et ça a un impact vis-à-vis des familles, vis-à-vis des résidents, et évidemment, bien entendu, des équipes également. Alors, juste pour revenir sur la réunion d'information, c'est une réunion qui est primordiale dans le cas des médiations internes, parce que comme on vous dit depuis tout à l'heure, le médiateur doit être neutre, impartial. Comment être neutre et impartial quand je suis moi-même salarié du même groupe? Donc ce temps d'information, il est primordial pour mettre les équipes en confiance et leur expliquer que quand j'interviens en tant que médiatrice interne, je suis totalement indépendante et j'ai aucun compte-rendu à faire à leur direction, à ma propre direction, et que ça, en fait, c'est régi, c'est vraiment réglementaire, et qu'ils sont en toute sécurité. Tant que ça, c'est pas dit, en fait, les équipes sont pas mal sur la réserve quand même. Une fois qu'on a pu mettre ça en place, et qu'en plus elles le sentent, qu'elles voient que vraiment il y a une barrière très étanche entre ce qui se dit en médiation et le quotidien sur leur établissement, on a vraiment un engagement des équipes qui se mettent à fond sur le processus. Merci beaucoup à tous les trois. Est-ce qu'il y a quelques questions que vous souhaiteriez poser? Oui, alors allumez votre micro, s'il vous plaît.
Présentez-vous peut-être. Bon, Christelle Aubois-Proto, Vivalto Santé. J'avais une interrogation par rapport à, en fait, sur la médiation que vous avez mis en place. Est-ce qu'elle est interne? Est-ce que ce sont que des gens internes à Clariance? Ou est-ce que vous faites appel? Parce qu'on n'a pas très bien compris, en fait. Et comment vous avez choisi les gens qui allaient faire de la médiation chez vous? Alors, chez Clariane, on est organisé de la... Ça marche, oui. De la façon suivante. Je suis le médiateur de la consommation, c'est-à-dire que c'est moi qui signe tous les avis que je dois rendre en ce qui concerne, on l'a dit, des conflits de factures, des télévisions, des choses comme ça, des chambres seules. Bon, voilà, j'ai une activité de médiateur de la consommation et c'est moi qui rends un avis. Les parties, les familles et l'établissement ont 90 jours pour l'accepter, sinon ils peuvent aller évidemment plus loin devant les tribunaux. Ensuite, sur la médiation interne, nous avons des salariés de Clariane qui ont été formés à la médiation et qui interviennent dans des EHPAD ou dans des cliniques, mais bien évidemment à l'autre bout de la France, hein, très très loin de... Ils ne connaissent pas du tout et ils sont bien entendu engagés dans la charte de médiation dont je suis le garant chez Clariane d'application, c'est-à-dire qu'il n'y a aucun compte-rendu ni discours qui est tenu par les médiateurs sur une situation qu'ils sont amenés à organiser dans le cadre d'un autre établissement. Et puis, nous avons des médiateurs externes avec un comité de sélection pour essayer de trouver des médiateurs indépendants à Clariane qui interviennent dans les conflits avec les familles. Et puis moi, pour pouvoir parler de ce que je connais, je fais également des médiations des deux côtés, médiation interne et médiation avec les familles, en me présentant, en disant qui je suis, ce que je fais. On n'a peut-être pas oublié, j'ai oublié de parler de liberté, mais chaque partie doit accepter son médiateur. On propose un médiateur, mais ça peut être chaque partie est libre de l'accepter ou de ne pas accepter le médiateur qu'on lui propose. Et donc des médiateurs indépendants qui interviennent et qui font leur activité de médiation et dont nous ne connaissons non plus davantage le contenu. C'est très frustrant, je dois dire, pour des responsables de ne pas savoir ce qui se passe dans les médiations. Non, mais je vous assure, moi je mets à la place du directeur général qui souvent m'interroge avec cette boîte noire, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, ça fait partie de l'engagement de Clariane qui doit être respecté des deux côtés, de la stricte confidentialité du déroulé d'une médiation. L'accord, lui, peut être connu, bien entendu, puisque souvent il y a des problèmes de moyens, des choses comme ça, mais en tout cas, le déroulé de la médiation est strictement confidentiel. C'est ce qui est un gage vraiment de la réussite de la médiation. Est-ce que vous souhaitez ajouter quelque chose à cette réponse? Okay. Est-ce qu'il y a une autre question? Oui. Bonjour, Dominique Thibon, je suis médiateur. J'ai une remarque d'expérience. Les premières personnes qui, à mon avis, il faudrait former dans les établissements de santé sont ceux qui sont les premiers contacts avec les familles, c'est-à-dire curieusement les aides-soignants, le standard, etc. Parce que c'est eux qui vont prendre le premier contact et la première écoute de parole. Et c'est ça qui va faire diverger vers un conflit ou vers des gens qui se sentent entendus. Donc ma première remarque ou idée, ce serait de former les gens à l'écoute. Et les gens à l'écoute, c'est pas les chefs, hein, c'est ceux qui sont tout en bas, c'est ceux qui parlent aux familles. Alors, d'abord, on a une académie de formation continue chez Clariane, et à l'intérieur, il y a un module de gestion de conflits, et on essaye évidemment de former tous les personnels à la gestion de conflits, et notamment à l'intervention vis-à-vis des familles. Hein. Il est clair que dans les établissements, en tout cas de mon expérience, maintenant, on a 2-3 familles qui posent difficulté. C'est-à-dire qu'elles sont engagées dans un processus de rupture de confiance, mais d'agressivité. Pour les autres, les directeurs d'établissement, ils discutent avec les familles et les choses s'arrangent sans qu'on fasse appel à nous. Nous intervenons, nous, on est des pompiers, on intervient quand il y a le feu. Et c'est au moment où il y a le feu que, voilà, on vient un peu participer à l'extinction de l'incendie. Mais effectivement, la médiation, en tout cas spécialement en EHPAD ou en clinique ou dans les hôpitaux, aujourd'hui, il faut absolument former tout le monde à la gestion de conflits, à l'accueil des personnes d'une façon générale, comment se comporter vis-à-vis des familles de résidents. Je trouve que autant on accueille bien le résident en EHPAD chez nous,
autant on n'accueille pas suffisamment bien les familles. Je le redis, c'est un traumatisme de placer sa mère en EHPAD à 84 ans, et on n'insiste pas sur le fait qu'il va y avoir un nouvel acteur qui est l'établissement. Et l'établissement avec ses règles, évidemment, de fonctionnement général. Et là, je pense qu'il faut faire le livret d'accueil de la famille. Je place ma mère en établissement. Qu'est-ce qu'on attend de moi? Qu'est-ce que je peux attendre de l'établissement? Là, il y a vraiment un travail à faire de façon à ce que les familles comprennent comment les choses vont se dérouler. Établissement de soins si particulier. J'ai eu aussi un cas où j'ai placé ma mère parce qu'elle chutait, elle a rechuté dans l'établissement. Oui, monsieur, elle a chuté chez elle et elle va probablement rechuter en établissement, elle va retomber. Hein, voilà, ce genre d'incompréhension qui naît et ce genre d'incompréhension qu'il faut expliquer. La médiation, c'est aussi le temps d'une explication du fonctionnement de l'établissement, de pourquoi il y a des difficultés, comme on l'a évoqué. Il y a énormément de difficultés aujourd'hui de stabilisation des équipes dans les établissements et surtout des personnes qui sont au contact des résidents tous les jours. Et c'est le cœur des... On les a applaudis pendant le Covid, mais elles attendent maintenant la récompense des applaudissements à 20h pendant le Covid. Et ces personnes-là, c'est le cœur de notre activité. Donc c'est le cœur de la formation que nous leur devons. Merci. Alors, 3 questions, mais rapides, parce qu'après, je vais passer la parole à Thomas Préto, qui va animer la 2e table ronde. Richard? Oui, bonjour, Richard Cap-Martin, cabinet RC Human Recruitment. J'aime beaucoup l'idée, effectivement, que la médiation est un outil managérial d'attractivité des métiers, de fidélisation. Finalement, on entend beaucoup de curatifs. La médiation intervient beaucoup sur du curatif. Notre enjeu en santé, c'est la prévention. Et je rejoins un peu monsieur, est-ce que vous arrivez dans vos établissements, arrivez un peu plus sur de la prévention, sur la gestion des émotions, sur les besoins? On sait bien, on le dit, hein, ce sont des poudrières émotionnelles, mais c'est normal, on gère de l'humain, donc on gère de l'émotion. Est-ce que la prévention aussi, c'est un sujet que vos groupes s'emparent? C'est bon, pardon. Oui, tout à fait. Alors, il y a une casquette dont je n'ai pas parlé, que tous les médiateurs internes dans notre groupe ont, c'est aussi la casquette d'ambassadeur de la médiation, où on intervient sur les établissements, en priorité sur les CODIR, mais aussi on intervient quand on a des établissements qui sont signalés comme en tension, et où on va aller à la rencontre de tous les collaborateurs et leur expliquer quelques outils de communication, voire des outils de médiation, qui puissent appliquer de manière très pratico-pratique auprès des familles, des patients, des résidents. Ça va être comment je vais aborder une famille qui va venir me voir parce que leur proche a chuté, comment je vais réagir à quelqu'un qui va être plutôt en colère parce qu'il y a la télé qui ne marche pas, il y a des choses qui vont être piquantes au quotidien pour ces personnes-là. Et en fait, quand elles apprennent à désamorcer très tôt comme ça, on se rend compte que ça fonctionne bien mieux que d'attendre que les patients, les familles aient une réponse, voyez ça avec ma carte de santé, voyez ça avec la directrice, qui fait monter les tensions en fait. Donc effectivement, on intervient sur le terrain pour diffuser, j'allais dire... Moi, j'ai un rêve secret en tant que directrice, c'est de ne plus avoir besoin de la médiation parce que la médiation fait partie des formations des soignants, des rééducateurs et des directeurs d'établissements de santé médico-sociaux. J'aimerais tellement que ça soit vraiment ancré dans nos pratiques. Je crois aussi que la première chose auprès des équipes, c'est déjà d'essayer de déconstruire des phénomènes d'évitement qui sont naturels. On en parlait, des familles qui sont parfois très agressives ou des mises en cause de leurs pratiques. Enfin, il y a des soignants et des équipes qui vivent extrêmement mal les choses et à juste titre, parce que c'est aussi un peu violent. On a des équipes qui sont engagées, qui font de leur possible pour accompagner les personnes dans les meilleures conditions. Et c'est vrai que d'avoir ce retour-là, c'est difficile à vivre. Et donc, souvent, il y a un phénomène d'évitement qui se met en place, naturel. Et moi, auprès de mes équipes, la première chose... Alors après, je pense que les éléments de langage et les éléments de communication qui peuvent les aider à désamorcer des situations,
Oui, évidemment, c'est aussi un peu mon rêve secret, mais la première chose, c'est déjà de déconstruire ce phénomène d'évitement qui ne fait qu'envenimer la situation, parce que régulièrement, moi j'ai des familles qui arrivent dans mon bureau en disant, bah voilà, j'ai posé la question à telle personne, à tel étage, tel jour, on m'a répondu, bah je sais pas, j'étais pas là. Ça c'est terrible. Ça, c'est terrible. Et ça, voilà, si déjà on arrive à déconstruire ça et à remettre de la communication au plus près du terrain, sans que devoir aller dans le bureau du cadre de santé, sans aller dans le bureau de la direction, déjà, on a fait un grand pas. Merci beaucoup. Une dernière question, madame ? Merci. Déjà, il faut qu'il existe. Déjà, il faut qu'il soit animé. Et déjà, il faut qu'il soit réuni. C'est le conseil de vie sociale qui peut être un premier niveau d'alerte au sein d'un établissement. C'est tout ce que je voulais dire. Merci beaucoup.